Ok, c'est parti pour être très dans la continuité au fur et à mesure. Hein. On va pas y voir d'épisodes qui seront un petit peu à part, qui raconteront un truc spécifique. Ou sait-on jamais, c'est juste de la mise en place et au bout de quelques épisodes, ça va être ça. Nous verrons bien. Alors, cet épisode poursuit le premier de façon un peu plus intéressante. J'avoue que c'est toujours un petit challenge de mettre en place l'univers, les personnages lorsqu'on commence une série, lorsqu'on fait le premier épisode. Une fois que c'est fait, on a un petit peu plus de lest pour mieux raconter quelque chose et passer mieux. Et je trouve que ça le rend plutôt bien. Voilà, c'est quelque chose un petit peu dans la veine de Avatar, le dernier maître de l'air, en termes d'ambiance et d'écriture, qui me déplaît vraiment pas. Donc, tout ce que j'espère que ça continue comme ça. Donc, ça commence sur Rayla, qui a été un petit peu dénigré par tous les autres, hein, notamment son grand frère. Une fois de plus, je pense que c'est son grand frère, on le dit pas de façon claire. C'est pour ça que moi je dis ça comme ça. Il dit, ok, on va attaquer à 5, toi non. Hein, et les autres aussi la voient très mal, après ce qu'elle a fait. Et elle se sent un petit peu mal, quoi. Surtout que d'après un petit dialogue d'exposition qui aurait pu être un tout petit peu mieux rendu, mais bon, ça passe plutôt correctement. C'est censé être la meilleure du groupe, quoi. Elle est censée être la plus douée en combat. J'imagine qu'ils ont fait des entraînements pour ça. Mais elle est mise à part tout simplement parce qu'elle a un peu compromis la mission. Mais elle veut quand même prouver qu'elle est capable, que sa bourde, elle peut la rattraper. Et donc, en étant dénigrée comme ça, elle se dit merde, je vais les attaquer 2 jours toute seule en me faisant pas repérer. Ce qui est plutôt malin, quoi. C'est-à-dire, ils s'attendent à ce que vous vous attaquiez de nuit, la période où vous aurez vos pleins pouvoirs. Parce que voilà, les elfes de la pleine lune sont puissants lors de la pleine lune. C'est plutôt malin, ça, de faire une espèce d'approche furtive, alors qu'on s'attend pas à ce que vous attaquiez à ce moment-là. Les autres, ils pensent pas, j'imagine. Mais après, c'est très bizarre, parce que on verra un peu ce qu'il en sera lorsqu'on aura enfin atteint cette pleine lune. Mais pour l'instant, ça donne l'impression que genre ils sont méga puissants. Leur pouvoir est complètement décuplé et c'est plus encore que la pleine lune avec les maîtres de l'eau à la fin de la saison 1 de Avatar justement. C'est un peu cette impression-là hein, dans la façon dont on le présente. Donc apparemment on va être tellement puissant que le fait qu'on nous voit venir ça changera pas grand-chose. En tout cas c'est comme ça que c'est présenté par la part Viren, le conseiller du roi. Et ouais, pendant qu'on a ça, eh bien, on va avoir nos personnages qui se prépareront. Surtout Callum, qui va perdre de vue son petit beau-frère pendant un petit moment et qui va passer un peu de temps avec Claudia, donc la sœur de Soren. Mage qui bosse avec son père, donc Viren, et avec lequel il a une conversation plutôt naturelle, sympathique. On sent vraiment la patte Avatar dans les dialogues et l'humour. Et autant dans le premier épisode, ça allait sans plus. C'est pas non plus ultra marrant. Là, ça commence à prendre un petit peu le coup. Bon, on sent que ça commence à prendre un peu ses marques, même si c'est un peu réminiscent de Avatar, donc c'est plutôt cool. Lors d'une discussion où elle présente un petit peu le concept de pierre primitive ou primal stone en VO, il y a une idée qui lui vient et la façon de le montrer, elle confond un petit peu les autres, c'est un peu marrant, et elle va voir son père pour faire part de cette idée-là. Son père donc qui a une conversation avec le roi, avec lequel il y a quelques petits... quelques petits restes houleux par rapport à ce qui s'est passé avant, par rapport justement à l'assassinat du roi dragon et de son œuf. Donc elle lui fait part de cette idée hors champ pendant que Callum parle avec son beau-père dans un échange plutôt joli qui appuie plutôt bien, encore de façon nébuleuse parce que voilà, on va pas dire directement, on essaye d'éviter l'exposition trop directe, grossière, qu'il y a pas mal de complexité sur ce qui s'est passé. Callum, il est vraiment du genre très naïf, personne ne veut la guerre, personne ne veut s'entretuer, pourquoi on peut pas s'entendre? Le problème c'est qu'il y a tout un passif, toute une histoire, et on peut pas effacer ce qui a eu lieu, et ces tensions ne partiront pas comme ça. Donc Callum comprend que son père risque de mourir, son père lui a fait une lettre à ouvrir au cas où ça arriverait, c'est plutôt bien amené ça aussi, et oui, ils se font une dernière embrassade en étant pas sûrs de se revoir par la suite, très bon moment ça.
Tandis qu'il va finir par voir Viren une seconde fois avec l'idée qui a donc été suggérée par Claudia. Claudia qui est quand même un petit peu fourbe dans sa façon de faire. En plus, je comprends pas exactement comment c'est venu cette idée. En gros, elle a parlé d'une pierre, de sa fameuse pierre, j'ai oublié le terme, la pierre primitive, là, qui fait certains trucs, et ça lui a donné l'idée apparemment, hein, d'utiliser une espèce de serpent échangeur d'âmes. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est une sorte de serpent à deux têtes, d'une race un peu spéciale de base, mais à deux têtes c'est encore plus spécial, qui peut faire une morsure et inspirer l'âme de quelqu'un, mais étant donné qu'il a deux têtes, techniquement il peut faire un échange d'âmes en utilisant la magie noire. Et donc il pourrait faire en sorte d'échanger le corps du roi et celui de quelqu'un d'autre, de façon à ce que le roi reste en vie et que son corps habité par l'esprit de quelqu'un d'autre meure à sa place. Bon, le roi il est pas trop chaud pour cette idée, hein, il lui fait bien savoir à Viren, en disant qu'il n'est pas prêt à sacrifier quelqu'un d'autre pour lui et qu'au bout du compte, il a pas mal de ressentiment pour cette magie noire et ce que ça a coûté. Et il met déjà carte sur table sur le fait que c'est Viren le responsable de la mort du roi dragon et de l'œuf. En tout cas de l'œuf. Je sais pas si c'est clair pour le roi dragon, mais il indique clairement que Viren s'est occupé de l'œuf. Et apparemment, il croit de façon claire que c'est lui qui a détruit l'œuf du prince dragon. Donc cette animosité se ressent bien, il y a un très bon échange entre eux, les dialogues sont bien fichus. C'est surtout du dialogue, hein, cet épisode est du dialogue bien fichu, hein, vraiment. Le reste de l'épisode sera centré sur Kaloum qui va rencontrer Rayla. Et oui, notre trio va commencer un petit peu à se former. Rayla donc qui s'infiltre sur les remparts du château et qui va tomber directement sur lui. Quelles étaient les chances? Ah, bon, c'est un détail, ça, c'est un détail. Et donc, première rencontre assez houleuse parce que bon, elle n'est pas venue là pour tailler la bavette, hein, elle est là pour tuer quelqu'un. Et il essaye un petit peu de s'enfuir. Elle montre ses super talents. Il y a la bonne dose, une fois de plus, d'humour et de suspense dans le combat parce que voilà, elle est là complètement pour faire quelque chose de grave, mais étant donné qu'ils sont jeunes tous les deux, cette légèreté de temps en temps qu'ils affichent peut se comprendre un petit peu parce qu'ils sont pas tellement sûrs d'eux en fait. C'est un truc que je tiens à appuyer parce qu'il y a quelqu'un qui a dit en commentaire pour le premier épisode, tu vas pas aimer, c'est encore un cas où on fout de l'humour tout le temps, etc. etc. J'adore Avatar. Et Avatar est une série légère, avec beaucoup d'humour de ce type-là. Le fait que ça marche dans Avatar, pour moi comme pour énormément de gens, enfin je pense que beaucoup de gens sont moins intelligents que moi, mais si ça marche pour moi dans Avatar, c'est parce que ça sait doser correctement cet humour. Savoir quand l'incorporer et faire un humour tout à fait acceptable. Voilà, Callum, pour l'instant, il commence à devenir de plus en plus un peu un Sokka dans ses réflexions, j'ai envie de dire. Euh, à quelques degrés près. Et il le fait bien passer sans dénaturer le sérieux de la situation. Il est poursuivi par quelqu'un qui s'en prend à lui pour pas qu'il rameute trop l'attention, pour l'instant. Mais une fois qu'il sera mis au pied du mur, parce qu'elle se sera occupée sans trop de problèmes de soldats, sans les tuer une fois de plus, parce qu'elle ne veut pas tuer de gens pour rien, elle se sera confrontée à lui en disant qu'elle n'est là que pour deux personnes, le roi et son fils Ezran. Et ouais, il essaie un petit peu de parler avec elle, mais pour elle c'est important et que le RAC n'est pas au même niveau que celui de départ, c'est-à-dire il y a eu une offense qui a été faite, un roi et son fils qui ont été sauvagement tués, il faut rendre justice de l'autre sens. Et c'est plus légitime de leur côté, mais en même temps il va dire très bien, c'est pas forcément faux, mais tu vas juste générer un cycle de violence comme ça. Et on va pas plus loin que ça pour l'instant, mais il y a de bons arguments et c'est vraiment très cool de voir ce niveau de réflexion de leur part. C'est pas ultra poussé, mais il y a quand même un tout petit peu de ça. J'aime beaucoup ce truc. Et quand il apprend qu'elle est là pour tuer Ezran et qu'il veut clairement pas que ça se fasse, il est même prêt à se sacrifier en disant c'est moi Ezran, vas-y. Bon, elle hésite un petit peu et c'est là qu'arrive le vrai Ezran. Alors de façon là aussi ça tombe bien, je trouve,
C'est les petits détails, un chouïa gênant de cet épisode. Honnêtement, c'est pas grand chose, ça m'a pas trop dérangé. Donc il arrive parce qu'il connaît pas mal les passages secrets du château. C'est un truc, j'aurais pas été contre qu'on l'appuie un tout petit peu dans le premier épisode pour pas que ça sorte de nulle part, ça c'est une complète un tout petit peu importante. Enfin bref, quoi. Il se pointe ici, c'est pas trop ce qui se passe parce il entend que les choses à travers un tableau, mais il intervient. Et grâce à son iguane, enfin c'est pas un iguane, on va me reprendre là-dessus, Batrapat, c'est ça, qui est donc une espèce de crapaud luminescent. Et le luminescent est important parce qu'il peut faire une grosse lumière qui aveugle les gens. Et donc ça permet à Ezran et Callum de se barrer dans les passages secrets du château. Alors, oui, là aussi, ça vient tout seul, mais c'est pas trop grave, c'est vraiment pas un problème, c'est normal que certains trucs viennent comme ça. Ouais, on m'a repris là-dessus, oui, pour moi, physiquement, ça ressemble plus à un iguane qu'à un crapaud, ce truc-là. Mais si vous dites que c'est un crapaud, je vais dire que c'est un crapaud, hein, parce que, ouais, c'est pas ça qui va grandement changer ma vie, hein. Donc, il fuit dans ses couloirs. Il parvient à l'assumer un petit moment parce qu'il y a plusieurs voies possibles, donc j'imagine qu'elle part dans les mauvaises directions et doit rebrousser chemin à quelques reprises. Et il y a un passage où Ezran active pas mal de dalles sur le mur pour ouvrir un passage secret. Et ouais, lorsqu'il pense qu'il a échappé à Rayla en ayant refermé le passage après coup, bah, elle le réactive 5 secondes plus tard. C'est-à-dire très rapide la fille, et elle dit ouais je sais, j'ai vu, il y a les traces de confiture de tes doigts sur les dalles, mon grand. Non, non ma grande, ça ne marche pas comme ça, parce que c'était une séquence de dalles, c'est grosses dalles, petite dalle, titi, à chaque fois c'était une séquence. Donc le fait qu'il ait laissé des traces de confiture sur ces dalles ne t'indique pas une seule seconde l'ordre dans lequel il les a actionnés. Tu ne devrais pas pouvoir les suivre 5 secondes plus tard. Ça n'est pas logique. Voilà, c'est le truc grossier d'écriture que j'aurais à pointer dans cet épisode. Surtout que ça n'apporte rien, hein, le fait qu'il active un passage secret compliqué, etc. J'imagine que c'est pour appuyer le fait que l'endroit où il se trouve, la salle où il se trouve, est vraiment bien caché. Donc c'est logique, ça, d'un certain point de vue, mais vous auriez pu trouver autre chose, quoi. C'est pas grave, mais bon, alors qu'ils sont dans cette salle, il y a Ezran qui apparemment connaît super bien tous les passages, toutes les cachettes du château, qui sait que cette pièce renferme un secret important, et ce secret important, c'est l'œuf du prince dragon qui n'a pas été détruit. Donc le prince dragon, c'est cet œuf, en fait, c'est exactement ce qui paraissait dès le début. Je m'attendais à ce que ce soit une petite révélation du genre Ezran ou Callum. Genre, Callum, on sait pas d'où il vient, qui sont totalement ses parents, etc. On sait que le roi c'est son beau-père, mais qu'est-ce qu'il en est, etc. Je me serais dit, tiens, peut-être qu'il a été adopté parce que c'est en fait une sorte de réminiscence du prince dragon et il s'aurait collé à un certain sens, quoi. Non, c'est juste l'œuf de dragon, voilà, c'est ça. Voilà le prince dragon. Bon, c'est bien de casser le suspense le plus vite possible, hein, si c'est juste pour faire ça, j'avoue. Et ouais, c'est le petit cliffhanger, le prince des dragons n'est pas mort, ce qui pourrait peut-être un petit peu changer la donne, même si ça n'ôte rien au fait qu'ils ont quand même tué le roi dragon. Et donc, Viren, au bout du compte, a fait croire au roi qu'il avait détruit l'œuf, alors qu'en fait, il l'a gardé pour faire je ne sais pas trop quoi avec. Enfin, je pense que c'est ça, parce que la cache qu'il a trouvée à Ezran un peu par lui-même, je pense que c'est la cache de Viren. Ça me paraît le plus logique. Donc, pas mal de petits mystères qu'on laisse un petit peu en suspens, et c'est plutôt bien fichu, et cet épisode est vraiment bon. Pas loin du pouce levé. Je vais quand même me restreindre un petit peu, parce qu'il y a toujours le problème d'animation qui reste un peu gênant, et 2-3 grossièretés dans quelques développements de situations qui auraient pu être un peu mieux gérées. Et globalement, j'avoue que c'est pas non plus très épique dans tout ce que ça met en place. De fait, c'est pas non plus un épisode sensationnel, mais tel quel, il est très bien réussi. Et j'ai bien apprécié ce que ça a voulu faire. Donc je suis bien content. Ça part sur une bonne voie pour l'instant. En espérant que l'épisode 3 soit de la même veine. A très bientôt. Bye!